Deuxième bloc donc sur l'homoparentalité. Et on accueille notre premier intervenant qui est responsable de l'APGL, qui est l'Association des parents gays et lesbiens. Donc je laisse vous présenter. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup à l'organisation et en particulier aux organisatrices de cette invitation, de donner la parole à l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, et en particulier aux familles homoparentales. Donc effectivement, il y a des gays, des lesbiennes, des bi, des trans, etc., etc. Et ces personnes-là, non seulement elles ont une capacité reproductrice, c'est-à-dire qu'elles sont, enfin pour certaines d'entre elles, elles peuvent se reproduire, elles ne s'en privent pas, et en plus, elles fondent famille. Elles fondent famille, ça veut dire qu'elles assument pleinement leur homosexualité, et elles élèvent leurs enfants dans le cadre de ces familles. Alors si vous permettez, je vais présenter l'association, et vous verrez qu'avec cette présentation de l'association, ça va être aussi le panorama finalement de ces familles homoparentales. Donc l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens existe depuis maintenant une grosse trentaine d'années, puisque elle a été créée en 1986. Et à l'époque, c'était des parents gays. C'était principalement en fait des hommes, donc des gays, qui se séparaient de leur compagne, épouse de l'époque, en assumant pleinement leur homosexualité, et qui se voyaient en fait refusés par la justice et par leur ex-compagne ou leur ex-épouse la possibilité de maintenir des liens avec leurs enfants. Donc pour eux, c'était vraiment un traumatisme. Donc ils ont créé en fait une association qui s'appelait à l'époque l'association des parents gays, qui après a évolué, alors c'est pas la peine de tout lire, mais qui après a évolué vers l'association des parents et futurs parents gays et lesbiennes. Donc évidemment il y avait aussi la dimension femme dans cette forme de parentalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette association, elle est intervenue quasiment à tous les moments clés des combats pour les droits des personnes LGBT. Donc par exemple, le Pacs, elle a discuté avec des différents ministres sur par exemple les aspects de la famille. Elle a participé aussi à la discussion sur la loi mariage pour tous. En fait, c'était, pour être très très précis, c'était la loi mariage pour tous, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'était la loi mariage et adoption pour tous et pour toutes. Donc en fait, non seulement dans cette loi, il y avait la conjugalité, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes de même sexe de se marier et de pouvoir avoir un statut légal reconnu par l'État, mais c'était aussi la possibilité d'une reconnaissance par l'État de leur capacité à fonder famille par le mécanisme de l'adoption, mais bon, en tout cas, c'était la loi mariage pour tous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis ces aspects institutionnels, la PGL, en fait, elle discute maintenant avec ce qu'on appelle le mouvement familial. Le mouvement familial, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que après 1945, l'État a confié à différents organismes, l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, les UDAF, les unions départementales des associations familiales, le soin de représenter les familles. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que jusqu'en 2013, la PGL n'avait pas le droit d'adhérer aux UDAF et à l'UNAF. Effectivement, la loi n'avait pas reconnu l'homoparentalité comme une forme de famille. Et donc, en fait, on avait demandé notre adhésion à plusieurs reprises à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. On s'était fait débouter à chaque fois. Donc, la première fois, c'était en 2001. Donc, vous voyez, il a fallu 12 ans pour que la PGL puisse intégrer l'UNAF et les UDAF. Donc, par exemple, ici, sur le département du Gard, notre section départementale du Gard est adhérente de l'Union départementale des associations familiales du Gard. Voilà, depuis maintenant 5-6 ans. On est structuré sous forme d'antennes régionales, de sections départementales, comme je vous le disais. On a beaucoup d'adhérents, évidemment, en Paris et de France. On a des commissions qui sont, par exemple, la commission formation, qui va intervenir dans les écoles de formation des travailleurs sociaux, par exemple l'IRTS. Une commission juridique composée de juristes qui vont aider nos adhérents dans tous les aspects juridiques de droit, une commission communication, etc. Notre association, c'est principalement des femmes, 70% de femmes et 30% d'hommes.
Et donc un maillage territorial. Donc une organisation sous forme effectivement d'un bureau national, et donc votre serviteur ici présent est le coprésident national de l'association, et le président qui est actuellement sur Marseille. Un conseil d'administration, donc des antennes régionales effectivement et des sections départementales. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité, l'homoparentalité? Vous remarquez qu'effectivement c'est une structure exactement comme calquée sur toute autre association basique, enfin lambda si je puis dire, et qui a des relations nationales, locales, qui essaye d'aider les adhérents au niveau national et au niveau local. Quelles sont nos actions? Donc nos actions, c'est favoriser les rencontres entre les adhérents et la convivialité, des sorties, des aspects, donc effectivement, échange. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important tout simplement pour rompre l'isolement. Quand on fait le diagnostic des personnes LGBT, on se rend compte que ces personnes, elles sont isolées parce qu'effectivement, elles sont dans un environnement ultra majoritairement hétérosexuel. Et donc, ces familles homoparentales, elles ont peut-être besoin, et elles ont certainement besoin, en fait, selon notre constat, de pouvoir se rencontrer, déjà pour dialoguer, déjà pour s'échanger des informations, mais aussi, et aussi pour permettre de pouvoir se rencontrer. C'est très important pour nos familles de pouvoir mettre en relation nos enfants, pour pouvoir expliquer à nos enfants qu'ils ne sont pas les seuls au monde à être élevés par des familles homoparentales. Et donc cet aspect de mise en contact par des conviviales, alors vous allez me dire les conviviales, partager un gâteau, une galette ou une boisson, c'est trivial. Pourquoi est-ce que le coprésident national vient vous raconter des choses sur la convivialité? Que nenni. Sachez que cet aspect de convivialité est extrêmement important pour nous parce qu'en fait ça crée du lien. Ça permet aux personnes justement de pouvoir s'échanger des informations. Donc par exemple, des couples de femmes qui souhaiteraient fonder famille, qui sont toutes nouvelles, elles vont peut-être prendre des informations auprès d'adhérentes un peu plus anciennes et qui vont leur conseiller, va à Gérone ou à Barcelone, dans la clinique, je ne vais pas faire de publicité, pour pouvoir bénéficier d'une insémination avec du sperme d'un donneur inconnu. Et puis après, va voir tel ou tel gynéco sur la place de Nîmes pour pouvoir faire le suivi, etc. Donc vous voyez ces informations, ces échanges-là. Évidemment, nous, responsables, on les connaît évidemment, mais nos adhérentes en fait disposent d'informations extrêmement intéressantes pour rompre l'isolement de ces familles. Donc c'est effectivement au niveau local et au niveau national qu'on peut agir. On a aussi évidemment, on organise aussi évidemment des week-ends qui permettent au niveau national à un grand nombre de nos adhérents, 250, 300 adhérents, de venir se rencontrer avec leurs enfants. Encore une fois, avec toujours cet objectif de mise en contact. Le service juridique est extrêmement important. Alors c'est vrai que ça ne vous regarde peut-être pas beaucoup ici, puisqu'on est plutôt sur l'aspect psychologique, mais sachez que nos familles doivent se battre pour leurs droits. C'est étonnant à dire, mais dans leur vie de tous les jours, ce sont des familles qui doivent se battre pour leurs droits. Par exemple, pour permettre l'établissement de la filiation entre ce qu'on appelle le parent social, ou si vous préférez, dans le jargon un peu plus, dans la terminologie juridique un peu plus large, ce qu'on appelle le beau-parent, c'est-à-dire le parent qui n'a pas de lien légal, ou si vous préférez de lien de filiation ou de parenté avec l'enfant, le beau-parent, donc ce que nous on utilise dans notre jargon, le parent social, eh bien ce parent social doit adopter l'enfant du couple, même s'il a participé à l'élaboration du projet parental, un autre mot-clé très important pour nous, projet parental, même s'il a participé éventuellement à accueillir l'enfant lorsqu'il est venu au monde, quand il a fait du pot à pot par exemple, eh bien cette personne qui contribue tous les jours de la vie de l'enfant doit adopter son propre enfant. Alors là je sais que je provoque en disant qu'il doit adopter son propre enfant. Effectivement, un juriste vous dirait, mais attendez, c'est pas son enfant. Je suis d'accord. Mais la société le reconnaît comme son enfant. Donc c'est son propre enfant. Et donc ce service juridique, en fait, il a énormément d'importance pour nos adhérentes. Voilà juste un exemple que je viens vous donner. On fait du lobbying politique et on l'assume. On l'assume pleinement. Toutes les avancées sociétales se sont faites grâce à du lobbying.
si vous préférez, de la sensibilisation de nos politiques. Et ça, on l'assume pleinement. Et d'ailleurs, prochainement, c'est-à-dire mercredi prochain, nous allons rencontrer un député pour discuter avec lui de quoi ? De la réforme des retraites. Alors, ne me lancez pas de tomates, etc. Je ne porterai pas de jugement sur la réforme des retraites. Je dis juste, nous allons discuter avec lui parce que dans cette réforme des retraites, le gouvernement a oublié une composante importante de nos familles, c'est les parents sociaux. La réforme prévoit le partage de 5% de la majoration en cas du premier enfant qui naît. Super, mais c'est le partage entre les parents légaux. Papa, maman vont pouvoir se partager 5%. Mais le parent social qui a participé à l'éducation de l'enfant, il n'est pas dans le texte de loi. Le beau-parent qui a participé à l'éducation de l'enfant, il n'est pas dans le texte de loi. Donc nous, on va aller sensibiliser les députés sur cet aspect-là. N'oubliez pas aussi une autre composante des familles homoparentales, mais plus globalement de toutes les familles, les beaux-parents. Et ça, on l'assume pleinement par des actions de lobbying ou de sensibilisation. On communique, évidemment, et on essaie de sensibiliser le grand public. Donc, par exemple, ce qu'on fait ce soir. De qui parle-t-on ? Alors, on parle de gens qui ont eu des relations hétérosexuelles antérieures, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ex-hétéros, hein, les fameux parents gays dont je vous parlais au tout début de mon intervention. On parle de coparentalité. Un couple d'hommes et un couple de femmes décident ensemble de fonder des familles. Alors vous êtes d'accord avec moi, biologiquement parlant, c'est pas possible de faire à 4. Hein. Donc là, jusqu'à présent, on colle avec le modèle biologique. Donc c'est forcément un homme et une femme de cette configuration qui vont faire fusionner leurs gamètes. Pardonnez-moi de l'expression biologique, hein, mais je suis biologiste de formation. Donc il y a un papa et une maman biologiques, et si vous préférez, un papa et une maman statutaires légaux, qui figurent donc sur l'acte de naissance de l'enfant. Et à côté de ça, vous avez un papa et une maman sociale, si vous préférez, des beaux-parents. On parle aussi d'adoption, c'est-à-dire un couple d'hommes ou un couple de femmes qui obtiennent un agrément et puis après qui peuvent adopter un pupille d'État ou à l'international. On parle aussi de personnes qui ont recours à l'insémination avec un donneur connu ou inconnu, si vous préférez ce qu'on appelle la PMA ou l'AMP, l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes. Et on parle aussi de couples d'hommes qui ont recours à la gestation pour autrui avec une femme porteuse. Il peut y arriver aussi qu'il y ait des femmes malheureusement infertiles qui ont recours aussi à la gestation pour autrui. Voilà les différentes configurations de nos adhérents. Et je vais terminer sur nos contacts si vous souhaitez et je répondrai bien volontiers aux différentes questions. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, la question de monsieur, c'était au niveau de l'adoption conjointe de pupille d'État ou internationale. Est-ce que ces couples d'hommes ou de femmes arrivent en fait à adopter de façon conjointe ? Voilà. Donc, selon nos statistiques nationales, on peut évaluer qu'on a à peu près une quarantaine d'enfants adoptés de pupilles d'État qui ont été adoptés depuis 2014. Donc la loi est passée en 2013. Il faut obtenir un agrément qui dure 9 mois. Donc les premières adoptions ne pouvaient avoir lieu qu'à partir de 2014. Voilà. Donc on peut dire que donc depuis à peu près 5 ans, on estime à peu près, peut-être une grosse quarantaine. Donc ça dépend des départements. Donc par exemple sur le département du Gard, selon notre réseau de connaissances qui nous ont informés, il y a eu une adoption de pupille d'État d'après nos informations. Sur le département de l'Hérault, une. En Gironde, je crois, 2 ou 3. Dans les 59, 4. Dans Paris, 2, etc. etc. Pourquoi je dis d'après nos informations ? Tout simplement parce que ces chiffres-là ne sont pas communiqués, ne sont pas publiés ni par l'INSEE, ni par l'INED, etc. Et donc on les demande, on demande qu'il y ait une transparence, mais on ne les a pas. Donc pour l'instant, on n'a que ces chiffres-là qui sont des recoupages des informations, des oui-dire, etc. Donc pour l'instant, malheureusement, assez peu. Alors après, il faut peut-être les mettre en perspective du nombre de personnes qui ont un agrément. Donc c'est-à-dire le nombre de couples hétérosexuels qui ont un agrément par rapport au nombre de couples homosexuels qui ont un agrément. Donc voilà, après il faut peut-être relativiser les choses, mais malheureusement pour l'instant, nous ne disposons pas de données factuelles pour pouvoir répondre précisément à votre question.
Est-ce que l'agrément il est si compliqué à avoir et est-ce que pour, imaginons, un couple homme ou femme qui veulent avoir plusieurs enfants, on peut adopter une fratrie en tant que pupille de l'État? La question de l'obtention de l'agrément ne se pose plus actuellement en termes de discrimination. Je pèse mes mots quand je dis ne se pose plus actuellement en termes de discrimination. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine époque où la discrimination existait. Et d'ailleurs, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas de Emmanuel B dans le Doubs, où le Conseil général à l'époque, puisque le Conseil général du Doubs ne lui avait pas accordé l'agrément sous prétexte qu'elle était entre guillemets paxée avec une autre femme. Donc là, ça a fait jurisprudence et depuis cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a plus eu de possibilité que les services d'agrément louvoient pour éviter de donner un agrément à un couple de même sexe. D'autant plus que la loi Mariage pour tous de 2013 a dit très clairement ces couples-là peuvent adopter. Donc c'est-à-dire que s'ils peuvent adopter, ils obtiennent un agrément. Voilà. Et donc vous, éventuellement futurs psychologues, etc., qui vont, ou travailleurs sociaux qui vont intervenir dans le suivi de ces dossiers de demande d'agrément, eh bien vous aurez sans doute à traiter justement ces dossiers-là. Et vous aurez à les traiter selon la loi et pas selon d'autres critères liés à l'orientation, etc. Puisque la loi maintenant l'interdit, puisque comme je le rappelle, toutes les discriminations concernant en particulier, entre autres, l'orientation sexuelle, c'est pas une opinion, c'est un délit. Hein, bon. Et donc, actuellement, il n'y a plus de problème pour les agréments. Donc nos adhérents obtiennent sans trop de problèmes, pour obtenir l'agrément. C'est l'étape suivante, justement l'étape d'adoption, puisque comme vous le savez, l'adoption c'est en 2 étapes. Hein. On obtient d'abord l'agrément et après on se tourne vers les associations d'adoption internationale pour obtenir une adoption internationale, ou on se tourne vers les services d'adoption des pupilles d'État pour obtenir une adoption de pupilles d'État. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question qui vous vient, vu qu'on est dans le bloc homoparentalité? N'hésitez pas, je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à nouveau juste après la présentation d'une étudiante de l'Université Nîmes en Master 1 TCCE, Delphine Bisson. Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de participer ce soir à cette conférence puisque je vais pouvoir vous présenter une recherche que je mène dans le cadre du Master 1 de psychologie et je la réalise sous la direction d'Élodie Charbonnier. Une pensée pour elle, pas là, mais on pense encore à elle. Voilà. Donc je souhaitais travailler sur la détresse psychologique des parents LGB. Et je travaille plus spécifiquement sur les liens entre le burn-out, l'homophobie, le soutien social perçu chez les parents LGB. Au travers des différentes études qui existent, on peut faire différents constats, notamment que les personnes LGB ont des niveaux de stress, d'anxiété, de dépression qui sont plus élevés que la population générale. Il y a peu d'études sur la détresse psychologique et pas d'études sur le burn-out parental des parents LGB. Je vais revenir rapidement sur l'homoparentalité, mais comme on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je vais aller vite. C'est donc l'homoparentalité, c'est l'exercice de la fonction parentale par un couple formé de personnes du même sexe. Il y a différentes possibilités pour fonder une famille, donc je ne reviendrai pas sur le détail puisque ça a été vu juste avant. Et le parcours pour accéder à la parentalité peut être complexe et générer des signes de détresse. Donc ces signes de détresse, ils sont également dus au fait qu'en devenant parents, les personnes LGB deviennent plus visibles, ce qui peut augmenter le stress, la dépression et un risque accru de développer une dépression. Quand on parle de stress, d'anxiété, de dépression, on se situe assez proche d'un syndrome qui est spécifique aux parents, c'est le burn-out parental. Et sur le burn-out parental, les recherches sont assez récentes et en plein développement. Mais comme ça n'a pas été étudié au niveau des parents LGB, j'ai fait un choix de travailler sur ce sujet cette année. Donc le burn-out parental, c'est un syndrome qui est composé d'un épuisement émotionnel et physique, d'une distanciation affective, d'une perte d'épanouissement et d'efficacité. En fait, c'est la conséquence d'une accumulation de différents facteurs de stress dans un contexte de vie familiale. Et ces facteurs de stress
en fait, ils viennent gêner les ressources du parent. En fait, ça forme un déséquilibre entre les ressources du parent et les contraintes liées à la vie de famille. Et à ce moment-là, la somme des stresseurs dépasse la somme des joies et des capacités d'adaptation du parent ou du couple. Et en fait, il y a un paradoxe au niveau du burn-out parental, et ce paradoxe, il se situe dans la source même de ce syndrome, puisque c'est en fait le fait de vouloir être un parent parfait et le fait d'avoir peur de ne pas y parvenir. Le burn-out parental se déroule en plusieurs phases, mais pas forcément de manière linéaire du début à la fin. Comme je vous l'ai indiqué au départ, c'est la volonté d'être un parent idéal. Donc à ce moment-là, il y a un surinvestissement, une hyperprésence accompagnée d'ambition et d'exigence élevée, avec un sentiment d'ambivalence, un sentiment de frustration, puis arrive une perte d'énergie, un sentiment d'épuisement, une distanciation affective qui se fait par rapport à ses propres enfants. Et ça, c'est accompagné de sentiments de culpabilité et de dévalorisation, et enfin une perte d'épanouissement. Le burn-out parental se situe dans un continuum entre le stress et la dépression, et comme il y a un chevauchement entre différents critères, différents symptômes de la dépression et du burn-out parental, il est souvent difficile de les distinguer. Les recherches dans le domaine du burn-out parental ont porté sur une population générale de parents. Et donc, il y a des facteurs de risque qui ont été dégagés sur cette population générale de parents. Et moi, je me suis intéressée pour le coup dans cette recherche à aller chercher des facteurs de risque qui sont spécifiques aux personnes LGB pour les intégrer dans la recherche et voir effectivement le lien qu'il pourrait y avoir avec le burn-out parental. Donc, les facteurs de risque que j'ai intégrés sont l'homophobie perçue et l'homophobie intériorisée. L'homophobie perçue, c'est un vécu qui est intime. C'est une expérience subjective de la victime de l'homophobie. La personne peut par exemple se dire « j'ai l'impression que mon homosexualité embarrasse mes proches ». Lorsqu'il y a perception et vécu de l'homophobie de façon répétée, ça peut conduire à l'intériorisation de cette homophobie. Et donc l'homophobie intériorisée, c'est l'adhésion et l'acceptation de la stigmatisation sexuelle comme faisant partie totalement intégrante du système de valeurs de la personne. Et là, la personne peut à ce moment-là se dire « je ne suis pas normale parce que je ne suis pas hétérosexuelle ». L'homophobie perçue comme l'homophobie intériorisée ont des effets néfastes sur la santé physique et psychique des personnes LGB, notamment en termes de stress, d'anxiété et de dépression. Pour les parents LGB, les études ont montré qu'il peut y avoir la peur de l'homophobie, de la stigmatisation, peut conduire à de la gêne, à de l'anxiété, à un sentiment d'être désarmé face au rôle parental. Il peut y avoir aussi un impact sur la perception des compétences à être parent. Il peut y avoir aussi un sentiment de pression pour justifier d'un style parental ou pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et il y a surtout un risque pour les parents LGB, c'est de croire que les difficultés parentales sont liées au fait d'être LGB. J'ai intégré dans ma recherche un troisième facteur hors des facteurs de risque, c'est un facteur de protection. Et c'est un facteur qui est souvent cité dans la littérature comme étant un facteur de protection contre les difficultés psychologiques, c'est le soutien social perçu. Là, je suis encore sur une perception, c'est la perception subjective de l'aide apportée par autrui. Le soutien fournit alors des ressources face au stress et il est favorable pour la santé physique et psychologique. Pour les personnes LGB, le soutien social est favorable pour les relations de couple. Il réduit les symptômes anxieux et dépressifs. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que concernant les parents LGB, on peut voir qu'ils ont souvent de solides réseaux d'amitié, mais par contre, il peut y avoir un manque de soutien au niveau de la famille, contrairement aux parents hétérosexuels, ce qui peut conduire à des effets sur l'état psychologique. Donc le soutien, il est d'autant plus important en fait pour les parents LGB dans des périodes de transition de vie, comme la parentalité, parce que dans ces périodes-là, il permettrait d'atténuer le stress. Je peux vous donner quelques exemples d'études rapidement. Par exemple, il y a une étude qui a porté sur les mères canadiennes et françaises qui ont vécu une homophobie dans le milieu de la santé. Et cette étude a montré qu'elles ressentent moins
de stress, qu'elles ressentent moins de détresse si elles ont le soutien de leur famille. Il y a une autre étude, mais qui est une étude australienne cette fois, sur des mères lesbiennes, qui a montré qu'elles utilisent la création de solides réseaux d'amitié pour renforcer leur résistance contre la stigmatisation. Et enfin, une dernière, c'est une étude qui a montré que lors de discussions familiales, lorsqu'il y a une critique sociale de l'homophobie, à ce moment-là, ça peut éviter l'intériorisation de l'homophobie. Dans ma recherche, ce que je vais chercher à faire, c'est des liens cette fois. Là, on a pu voir qu'il y a des liens entre le stress, l'anxiété, la dépression, et comme je vous ai indiqué, c'est vraiment des difficultés qui sont proches du burn-out parental. Et dans ma recherche, ce que je vais chercher, c'est les liens entre chacun de ces facteurs, que ce soit homophobie perçue, homophobie intériorisée, soutien social perçu, avec le burn-out parental. Mais je vais également chercher ce qui se passe au niveau de l'association, quand il y a l'association de ces différents facteurs, par rapport au niveau du burn-out parental. Voilà, donc je vous laisse enfin mon adresse mail. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail parce que dans quelques jours, je vais mettre en ligne mes questionnaires pour pouvoir faire ma recherche et obtenir les résultats. Donc, si vous pouvez m'envoyer votre adresse mail, je vous transférerai le lien et ensuite, éventuellement, pour ceux qui auront le lien, si vous pouvez le diffuser ensuite parce que plus j'aurai de réponses, mieux ce sera. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Donc là, elle est à l'étape préliminaire, donc n'hésitez pas, notamment la PGL, pour transmettre au maximum le lien. Et notamment, je pense, au niveau soutien social perçu, il y aura énormément s'il y a une adhésion ou pas à la PGL. Dans l'Assemblée, est-ce qu'il y a des questions spécifiques ? Est-ce que vous allez considérer dans votre étude le facteur de la stigmatisation que peuvent subir les enfants élevés dans le cas des familles homoparentales, puisque ces enfants-là peuvent, je ne dis pas qu'ils subissent tous, peuvent subir des stigmatisations du fait qu'ils sont élevés par des familles différentes des autres, etc. D'ailleurs, de la même façon qu'un enfant qui a des lunettes, un enfant qui est obèse, etc., il subirait aussi des stigmatisations. Vis-à-vis justement de ce facteur de risque. Alors, j'y ai pensé au tout début, quand effectivement j'ai commencé à chercher des sujets de recherche. Alors, c'est compliqué de partir sur une étude sur les enfants. Alors déjà, faire une étude, effectivement, je me suis aventurée, parce que c'est vraiment une recherche que je souhaitais faire depuis longtemps. Je me suis aventurée, effectivement, sur la population LGB. Et j'ai un petit peu vu autour de moi et auprès des amis, voir un petit peu ce qu'ils en pensaient, s'ils adhéraient, ce qu'ils pensaient du sujet que j'allais traiter. Après, les enfants, ça reste compliqué. Non, je ne le traiterai pas du tout dans ma recherche. Je reste vraiment sur les adultes totalement. Ouais. Mais ce serait effectivement à faire. Moi, j'ai une question, Delphine. Vous allez mesurer le soutien social perçu, mais vous avez mis en évidence qu'il y a une différence, alors je résume pour voir si j'ai bien compris, mais entre hétérosexuels et homosexuels dans la parentalité via le soutien social perçu, que les hétérosexuels ont plutôt un soutien social perçu familial bon et un peu plus pauvre au niveau amical, alors qu'on va retrouver l'inverse chez les familles homoparentales, pardon. Et du coup, vous allez mesurer ces deux, le soutien social perçu, vous allez le mesurer au niveau familial et au niveau amical ? Oui, le questionnaire que j'ai pris, effectivement, je pourrais dégager ces éléments-là. Oui. Moi, pour rebondir sur cette partie de soutien social perçu, est-ce que vous prenez en compte aussi tout ce qui va être soutien social par l'environnement de l'enfant ? C'est-à-dire l'environnement de crèche, l'environnement d'école. Parce que clairement, sur une école, on peut très bien avoir des maîtres ou des maîtresses qui sont un soutien social qui est clairement négatif, et savoir si c'est pris en compte dans la recherche. Non, du tout. Okay. Merci beaucoup. Vous pouvez encore l'applaudir. Parfait. Parfaitement bien.